Bienvenue à cette nouvelle rentrée littéraire. On est très heureux de vous accueillir pour vous présenter de nouveaux romans. Donc Cécile, Gabriel, Cécile, Guillaume et moi-même avons lu pas les 300 romans, plus de 300 romans de la rentrée littéraire, mais on a déjà une bonne douzaine de coups de cœur à vous présenter. Et on va commencer par un roman étranger, Paradise Nevada, pour partir directement de Créteil avec un peu de dépaysement et atterrir à Las Vegas. Donc on fait un bond dans l'espace. C'est un premier roman qui a été écrit par Dario Diofebi. Dario Diofebi, donc pour donner quelques éléments de ce personnage, est un joueur de poker professionnel. Donc au départ, on n'a pas vraiment l'impression, l'écriture et le poker, c'est un monde très différent, mais il va écrire ce premier roman en utilisant son expérience à Las Vegas, puisqu'en 2013, il est parti au sein d'un casino pour découvrir le poker et devenir joueur professionnel. On est au sein du Positano. Le Positano, c'est le lieu central du roman, c'est un hôtel-casino de luxe. Donc c'est un de ces hôtels qui sont complètement extravagants. On avait par exemple, peut-être que vous avez l'image de la réplique de la Tour Eiffel à Las Vegas, mais là, cet hôtel-là, c'est une réplique de la côte amalfitaine. C'est un milliardaire extravagant qui a construit ce casino et qui souhaitait quelque chose plein de démesure. Et au sein de ce casino, on rencontre quatre personnages complètement différents. On a un joueur de poker professionnel, une serveuse, donc une serveuse qui doit correspondre aux standards, être un mannequin, répondre aux besoins des clients à l'envie. Il y a également une journaliste qui cherche à dévoiler les conditions de travail de ce lieu, et un quatrième personnage qui a gagné un voyage et qui se retrouve dans ce casino. Le point de départ de ce roman, on sait que le Positano a pris fin. Il y a eu potentiellement des victimes. On ne sait pas pourquoi il y a eu cet incendie criminel, mais l'auteur nous fait partir 6 mois en arrière, et pour rencontrer ces quatre personnages. Donc c'est magnifique, on voit la démesure, l'extravagance. Las Vegas, c'est réputé pour être la ville du vice, donc Dario Diofebi montre cet aspect-là, mais ce qui est beau, c'est qu'il montre aussi l'aspect plus humain, par exemple à travers la serveuse. Le fait que derrière les algorithmes liés aux machines à sous, le poker qui peut être on peut penser que c'est un jeu assez inhumain, il se cache de nombreuses émotions humaines et c'est très beau. Et je le conseille puisque c'est une critique de l'Amérique, mais également un roman plein de rebondissements, il y a du suspense, de l'aventure. Donc on est complètement au cœur de Las Vegas et c'est un très beau premier roman. Je vais passer la parole à Cécile. Comme je vous ai dit, les critiques du capitalisme et de l'argent se cachaient en fait dans ce roman, mais ils se cachent dans de nombreux romans également. Et Cécile va vous en présenter un qui a du piquant. Donc moi, je vais continuer avec le livre Rose Nuit, écrit par Oscar Koopman. C'est son 8e roman qui est aujourd'hui publié aux éditions Grasset. Dans son roman, il va parler de 3 personnages. Ces 3 personnages qui vivent à des kilomètres des uns des autres. Ils ne se connaissent pas et ne se rencontreront jamais. Leur seul point commun, c'est d'être liés par le même produit, qui est la rose. Donc on a d'abord Nana, qui est une jeune éthiopienne qui a 20 ans et qui, pour gagner sa vie, cueille des roses toute la journée. Donc elle travaille 8 heures par jour, 6 jours sur 7, et pour gagner 30 à 35 euros par mois. Et elle est soumise à tous les produits chimiques qui sont pour les roses. Ensuite, on a Yann qui a 33 ans et qui passe ses journées dans les gradins du marché à Amsterdam pour acheter des fleurs par lot au plus bas prix. Donc lui, en fait, son métier, ça consiste à appuyer sur un bouton, mais d'être le premier au plus bas prix pour les revendre après. Et donc ces roses seront vendues dans toute l'Europe. Et là, on rencontre le personnage Ali, qui est immigré, qui est vendeur à la sauvette à Paris. Donc lui, il passe ses soirées à vendre toutes les roses dans les cafés de Paris.
Et du coup, ils récoltent juste quelques euros par soir. Et donc, pendant plusieurs mois, on va suivre leur quotidien, leurs peines, leurs aspirations et leurs joies. Et l'idée de départ de l'auteur, c'était de raconter la vie des vendeurs à la sauvette. Et en se documentant sur la rose, il a remonté en fait tout le fil du produit. Et du coup, il a un peu élargi son sujet pour pouvoir en parler plus concrètement. Et donc, en fait, il va montrer vraiment ce qui se cache derrière la rose, en fait, parce que nous, on a vraiment le symbole de la rose, c'est l'amour, c'est le romantisme, et lui, il va montrer, en fait, toutes les conditions de travail qui sont déplorables et qu'on voit pas forcément, nous, en Europe. Par exemple, en Éthiopie, les femmes, elles ont souvent des taches noires sous les yeux parce que c'est dû aux pesticides pour les roses. Elles font souvent des fausses couches ou quand elles accouchent, c'est souvent des enfants handicapés. Et en fait, à la fin du roman, on ne sait pas vraiment quoi faire. Est-ce qu'on continue à acheter des roses pour soutenir ces personnes qui en ont quand même besoin pour vivre, ou est-ce qu'on arrête et pour un peu réduire le capitalisme et en fait, il n'y a pas de réponse. C'est un peu à nous de faire un choix, mais ça laisse un peu perplexe. Et pour continuer sur un même sujet de l'écologie, je vais passer la parole à Gabriel. Très bien, merci. Alors, je vais vous parler en cette rentrée littéraire donc d'Ananda Devi avec Le Jour des Caméléons, donc publié aux éditions Grasset. Un point central à sa très très grande bibliographie, donc c'est son île natale, l'île Maurice, donc qui est à droite donc de Madagascar pour les moins assidus en cours de géographie. Son amour pour son île se retrouve encore donc dans Le Jour des Caméléons, mais cette fois avec un angle d'approche particulier. Le sujet central du roman, ça va être le caméléon, donc ce petit reptile de 45 cm de long, qui va devenir donc le super justicier vengeur qui défend son île. Son île de qui ? Des humains, qui évidemment sont les méchants dans ce roman. Et dans ce roman, donc, Ananda Devi va nous sensibiliser au sujet de la préservation de l'environnement et de l'impact de l'homme donc, sur son environnement. Donc ça fait un peu écho justement à Roselyne présentée par Cécile sur cet aspect. Et dans cette aventure rocambolesque, on suit donc 4 personnages. Sarah, la jeune nièce, René, son oncle, Nandini, la femme qui fugue, et Zig-Zig, le bandit. Donc ces personnages, que tout semble opposés au final, vont se croiser et se recroiser tout au long du roman. En trame de fond, un cataclysme semble se préparer avec un volcan qui entrerait en éruption. Pourquoi ? Je ne vous le dis pas, il faut lire pour le savoir, il y a une cause à l'éruption. Donc cette éruption, le quartier riche, les cités, les hommes, l'île même, tout va être détruit parce que l'homme détruit tout. C'est un peu la morale sous-entendue. Et les caméléons, donc, sont, comme je le disais, une sorte de 5e personnage qui attendent dans l'ombre la catastrophe afin de prendre la place de l'homme, un peu comme des spectateurs. Donc chaque chapitre va se concentrer sur un ou plusieurs des personnages que je viens d'évoquer. Donc ce roman parle successivement de Nandini, une cinquantenaire qui réalise les dégâts du temps sur son corps, ce qui fait d'ailleurs écho peut-être à, si vous avez lu Enjan Tango, un autre roman d'Ananda Devi qui va aussi aborder ce thème. Et donc elle va décider de s'enfuir du foyer après une scène donc d'abus sexuels. Donc ça va aborder aussi tout un pan sur la place de l'homme, la place de la femme. Ça aborde aussi ces sujets, une thématique très récurrente dans les romans d'Ananda Devi si vous avez déjà eu l'occasion d'en lire. Et donc, sans transition, on va nous parler d'un autre personnage, Zig-Zig, chef d'une bande de trafiquants de drogue, donc personnage qui s'oppose. Et d'un coup, un autre personnage fait suite dans un nouveau chapitre, René, un quarantenaire raté, un véritable emmuré vivant, comme le décrit Sarah, sa nièce, seule lumière de sa vie. Et donc c'est une alternance entre ces personnages qui peut parfois peut-être déstabiliser au premier abord, on ne comprend pas forcément les rapports entre les uns et les autres. Et donc le postulat de départ, c'est René qui emmène Sarah à l'école comme chaque jour de la semaine pour rendre service à sa sœur donc Sonia. Et élément perturbateur, il manque d'écraser une femme, donc Nandini qui s'est échappée justement de son foyer. Et c'est à partir de ce moment précis que tout bascule. René et Sarah décident de faire monter l'inconnu dans la voiture et d'aller à la mer. Et ce voyage va justement être l'origine de nombreuses péripéties inattendues. Un effet papillon de cause à effet va faire converger tous les personnages au même endroit, ce qui donne lieu à de nombreux rebondissements. Face au danger de l'éruption du volcan, comment vos personnages vont-ils réagir ? Vont-ils faire face ? Vont-ils fuir ? Vont-ils subir ? C'est la question qui se pose à travers tous ces personnages, un trafiquant de drogue, une cinquantenaire, une nièce et donc son oncle. Donc en petite
Conclusion, c'est bien une île Maurice bien éloignée des cartes postales. Ici, pas de cocotiers, d'eau turquoise, de sable fin, ça fait sens, où les pas des touristes émerveillés. Là, non. Là, c'est la plage qui est jonchée de déchets à cause des activités de l'homme, des seringues, à cause du narcotrafic et des préservatifs usagés. Et c'est cette déchéance dont l'auteur va sensibiliser son lecteur par tout le symbolisme autour du caméléon, ce qui peut paraître original quand on voit le titre. C'est pour ça d'ailleurs qu'il m'a attiré, ce roman. Et vous l'aurez deviné, l'animal a ici une fonction métaphorique. Il va représenter l'inconstance humaine, le changement, le fait que les hommes portent tous un masque sans jamais justement montrer leur vraie couleur. Donc il y a tout un jeu de références et d'allusions qui sont interprétées. Et c'est donc pour ces raisons que ce livre m'a marqué. J'ai particulièrement aimé les péripéties qui sont bien amenées et je le recommande aux amateurs de double sens. Changeons d'échelle et passons d'une bande de voyous au grand banditisme avec Guillaume. Effectivement. Pour ma part, je vais vous présenter Un très honnête bandit d'Antoine Albertini. Alors, rapidement, Antoine Albertini est un journaliste et auteur français vivant en Corse. Rédacteur pour France 3 Corse via Stella, il est également depuis 2004 correspondant du quotidien Le Monde. Depuis 2007, il est l'auteur de plusieurs enquêtes journalistiques et de romans noirs dont le sujet n'est autre que l'île de Beauté. Solidement documenté sur l'époque, Antoine Albertini braque un nouvel éclairage sur certains passages de l'histoire corse et aime chasser l'ombre de ses stéréotypes. Le roman. Un jour de 1882, à Muratello, près de Porto Vecchio, le chien des Tafani est retrouvé mortellement blessé. L'hypothèse d'une bagarre avec un autre chien ou d'une attaque de sanglier est vite écartée et tout aussi rapidement, des hommes sont suspectés. Les Roccini, un autre clan avec lesquels les Tafani sont en conflit depuis des générations, deviennent alors de parfaits coupables. Et cela ne fait que s'aggraver car les Tafani et les Roccini ont soutenu des candidats différents aux élections. Bonapartistes pour les premiers, républicains pour les seconds. Quelques mois plus tard, Jean-François Roccini est assassiné. L'engrenage de la vendetta est alors lancé et la poursuite de la vengeance est léguée aux enfants de la victime. Xavier Roccini ne tiendra qu'une année avant de prendre le maquis, après avoir abattu Simon Tafani lors d'un guet-apens. Durant cette année, un étrange gendarme est arrivé à la caserne d'Ajaccio. Victor Franchi est là pour traquer les bandits et il est aussi efficace que redoutable. Alors, tandis que le temps s'écoule, Franchi étoffe son tableau de chasse et Xavier Roccini multiplie les associations avec les pires bandits du maquis. Xavier finira par s'enfoncer dans une forme de sauvagerie alimentée par le désir de vengeance et une forme de sentiment de toute puissance. Il gagnera le surnom d'Animali, la bête. Telle est l'histoire basée sur des faits réels qu'Antoine Albertini voulait raconter depuis des années. Documenté avec soin et mêlant la narration à des analyses historiques, voici un roman qui retrace l'épopée des bandits corses du XIXe siècle. Un roman qui nous plonge dans une aventure épique à travers les montagnes et les sentiers escarpés de l'île, sur les traces de ces hors-la-loi n'obéissant qu'à des règles ancestrales et ne se soumettant à aucune loi. Quand un journaliste corse raconte son île avec tant de clairvoyance, le résultat est captivant, instructif et brillant. Un véritable coup de cœur pour cette rentrée littéraire. De la Corse à l'Italie, passons maintenant le micro à Cécile. Oui, j'aime bien ménager mes effets, donc je souhaitais d'abord vous passer un court extrait d'une sonate de Vivaldi et vous verrez que cela n'est pas sans rapport avec le roman dont je vais vous parler qui est Le Grand Feu de Léonore de Recondo. Alors, un mot sur l'autrice Léonore de Recondo. Elle est née en 1976 dans une famille d'artistes avec une mère peintre et un père sculpteur. Ce n'est pas la voie de ces deux arts qu'elle choisira. Elle choisira la musique.
et plus particulièrement le violon. Violoniste depuis l'âge de 5 ans, Léonore de Recondo est également lauréate d'un concours international de musique baroque. Et elle a enregistré de nombreux disques, s'est produite en France et à l'étranger. Et elle s'est lancée en 2010 dans l'écriture. Le Grand Feu est donc son 8e roman. Ce roman, c'est un peu la fusion des 2 passions de notre autrice, c'est-à-dire le violon et l'écriture. Elle dit d'ailleurs « Le Grand Feu, c'est celui qui m'anime et me consume lorsque je joue du violon et lorsque j'écris. » Le roman débute en 1699 à Venise, à la naissance d'Ilaria Taglianotte. Ses parents sont marchands d'étoffes et sa mère a une espèce de vision en la mettant au monde, ou plutôt une révélation. Elle veut que sa fille devienne musicienne et pour cela, elle décide de la placer dans un endroit qui s'appelle la Pietà. La Pietà est une institution publique qui a ouvert en 1345 et qui est dirigée d'une main très ferme par une prieure. La noble mission de cette institution est de secourir et d'offrir une chance aux enfants abandonnés. On leur enseigne la musique à un niveau d'excellence extrêmement reconnu à Venise à l'époque. Et d'ailleurs, les Vénitiens se pressent par dizaines, par centaines, pour assister aux concerts organisés dans l'église attenante à la Pietà, où les jeunes élèves féminines restent dissimulées par des grilles et offrent leur voix et leur musique aux oreilles des Vénitiens. Et c'est d'ailleurs là le lourd tribut que devra payer la mère d'Hilaria, celui d'être privée de sa fille, car elle n'a pas l'autorisation de quitter l'institution et elle ne peut visiter ses parents qu'une fois par an au moment de Noël. À la Pietà, Hilaria va découvrir la musique, évidemment, sous l'enseignement de quelqu'un que vous connaissez peut-être et que nous avons écouté, qui est Antonio Vivaldi. Et surtout, elle va découvrir le violon, qui lui procurera des émotions qu'elle ne soupçonnait pas et qui vont prendre des proportions qu'elle n'anticipait pas non plus. Elle va également apprendre les relations humaines, et notamment l'amitié sincère et profonde, qui va la lier à une certaine Prudenza, une jeune fille issue de la noblesse vénitienne, et pour laquelle une espèce de dérogation est faite, puisqu'elle n'est pas logée à la Pietà, mais comme ses parents sont très riches, elle a cette chance que de pouvoir venir apprendre la musique. À 15 ans, Hilaria va s'éprendre follement du frère de Prudenza et envisager alors un avenir hors des murs de la Pietà, un avenir rempli de musique, de beauté, d'ouverture au monde, de sons, les sons qu'elle ne fait que deviner à travers les murs de cette institution et pour lesquels elle imagine les décors, les voix, les gens, et tout ceci d'un coup prend corps et peut devenir sa réalité. Ce roman, comme de nombreux autres de Léonore de Recondo, et je vous invite d'ailleurs à tous les lire, est follement sensuel. D'abord par les étoffes, puisqu'Hilaria naît dans une famille de marchands d'étoffes, et la place des tissus, des robes, des musiciennes, tout cela a une importance assez forte dans le roman. Évidemment, la musique, la passion de la musique, est-ce que cela va entraîner aussi de réactions dans le corps d'Hilaria, l'apprentissage du désir, toutes ces émotions et tous ces sentiments sont vraiment extrêmement bien décrits et donnent une sensation d'incandescence dans le roman. Je ne vous dirai évidemment pas comment il se termine, ce serait tricher, mais je peux quand même vous dire qu'il laisse une petite sensation de brûlure sur la peau, brûlure de la passion, brûlure de l'injustice, brûlure de la musique. Et parfois, la passion mène à la trahison. Et je vais laisser Audrey vous en parler. Alors, peut-être que vous connaissez déjà Louise Erdrich, puisque ce n'est pas son premier coup d'essai. Elle a publié de nombreux romans. Et avec ce roman qui s'appelle La Sentence, Louise Erdrich nous plonge dans une fiction qui est bien contemporaine, puisque ça se passe dans les années 2020, en plein cœur des États-Unis. On voit dans ce roman toutes les problématiques que Louise Erdrich aime défendre. Donc il y a de la culture amérindienne, puisqu'elle est d'origine amérindienne, la lutte contre le racisme et contre l'intolérance,
à travers un personnage féminin d'une quarantaine d'années qui s'appelle Touki. Au départ de ce roman, ce n'est pas très joyeux, c'est même très sombre. Touki virevolte un peu partout, elle a des mauvaises fréquentations, elle ne sait pas vraiment qui elle est. La seule chose qu'elle sait, c'est qu'elle est amoureuse de Danae, un amour qui n'est pas partagé. Un beau jour, Danae, qui elle est en couple avec un homme, reçoit un coup de téléphone. Cet homme est décédé. Elle va vouloir lui dire un dernier au revoir, lui faire un dernier hommage, et elle va demander à Touki de lui rapporter le corps de cet homme qui est décédé. Donc Touki se retrouve au volant d'une camionnette frigorifique avec un corps dans cette camionnette, et elle est arrêtée par la police. Sur ce corps, sous son aisselle, il y avait en plus de la drogue, ce qu'elle ne savait pas. Donc elle est accusée de trafic de corps, mais également de trafic de drogue. Elle écope de 60 ans de prison, donc elle est destinée à passer toute sa vie derrière les barreaux. Mais cette histoire, en fait, c'est juste un prétexte. Ensuite, c'est vraiment la prison qui va être le cœur de cette histoire au départ, puisqu'en prison, elle reçoit de la part de sa professeure un étrange cadeau, un dictionnaire, et elle va lire ce dictionnaire, et elle va se prendre de passion pour la lecture. Pendant 10 ans, elle fait que de lire, et pour son bon comportement, au bout de 10 ans, heureusement pour elle, elle est enfin libérée. Elle sort de prison, et là, cette professeure qui lui avait envoyé un dictionnaire, qui a également une librairie, l'embauche dans sa librairie, une petite librairie de Minneapolis. Et elle devient une très bonne libraire. Donc sa vie pourrait continuer comme ça entre un compagnon qui s'appelle Pollux, qu'elle rencontre après la prison, ses livres et ses clientes. Mais un jour, une cliente qui venait quasiment toutes les semaines à la librairie décède, donc cette fois de mort naturelle, Touki n'y est pour rien. Et l'esprit de ce personnage, de cette cliente qui s'appelle Flora, vient hanter la librairie. L'esprit ne parvient pas à s'échapper de cette librairie. Touki est assez effrayée, et pour se débarrasser de cette présence un peu envahissante, va essayer de comprendre pourquoi Flora refuse de quitter la librairie alors qu'elle est décédée. Donc cette histoire un peu surnaturelle, c'est un prétexte pour en fait revenir sur l'histoire amérindienne. Touki va partir sur les traces de Flora, découvrir son histoire et en parallèle découvrir sa propre histoire puisqu'elle est elle-même d'origine amérindienne. C'est un très beau roman puisqu'il y a cet événement surnaturel, donc la mort de Flora et l'esprit, mais il y a d'autres événements autour qui pourraient paraître surnaturels mais qu'on a tous vécu, qui est la pandémie notamment du Covid, puisqu'on est dans les années 2020. Et pendant toute l'année, Touki se débat entre cette présence envahissante qui est Flora, le Covid, puisqu'elle est libraire, donc elle essaye de faire subsister sa librairie, et ensuite tout ce qui se passe aux États-Unis, donc la mort de George Floyd, les émeutes qui ont suivi. Donc c'est un superbe roman qui est un prétexte pour essayer de voir comment on peut ressouder une population américaine qui est fracturée. Et comme toujours, moi, Louise Erdrich m'a pas du tout déçue. C'est un de mes romans préférés. Et en plus, j'ai eu envie de partir à Minneapolis puisque Louise Erdrich possède vraiment une librairie là-bas. Elle en est propriétaire, qui est spécialisée dans la culture amérindienne. Et on retrouve dans ce roman sa librairie avec par exemple, il y a un confessionnal dans cette librairie, un élément assez étrange, mais qui existe vraiment, c'est sa librairie. Et donc, à la fin de ce roman, on a juste envie de découvrir un peu plus les États-Unis et notamment la culture amérindienne et Minneapolis. Et comme en tant que bibliothécaire, on aime beaucoup les romans qui parlent de livres et de littérature, je vais passer la parole à Guillaume avec un roman qui parle justement de la littérature et de la passion qu'on peut en avoir pour cette discipline. Ce pourquoi on en a fait notre métier. Rappelez-vous votre vie effrontée de Jean Egland. Avant tout, je précise, sa maman était bibliothécaire. Tout est dit. Blague à part, en dehors de sa carrière d'enseignante à l'université, avant d'être une écrivaine reconnue,
Jean Egland s'est vue essuyer plus d'une 60aine de refus de maisons d'édition. Mais pour notre plus grand plaisir, elle a bien fait d'insister. Dans la forêt, écrit en 1996, n'est publié en France qu'à partir de l'année 2017. C'est un immense succès international, adapté en film et en bande dessinée, et accessoirement un grand coup de cœur. Je ne vous donnerai aucun détail, hormis le cadre forestier de cette histoire. Il vous faut absolument le lire. Dans Apaiser nos tempêtes, en 2021, l'autrice raconte le monde féminin dans ce qu'il y a de plus fondamental, le rapport à l'enfant. Celui-ci est bien... Non, il est superbe. Il vous faut également le lire. Rappelez-vous votre vie effrontée. Sur la 4e couverture de ce roman est inscrite une devise, celle d'un professeur de littérature émérite et spécialiste de Shakespeare à l'université. Nous allons tous mourir, c'est ce qui se passe pendant que nous vivons qui doit compter. Ce que nous apprenons, ce que nous savons, ce que nous finissons par comprendre avant de disparaître. Voici que s'approchent doucement les derniers jours de John Hubbard Wilson, un homme atteint de la maladie d'Alzheimer, qui se souvient encore de sa vie remplie de textes du célèbre dramaturge et du sourire de sa fille. L'autrice nous invite parmi les méandres de la pensée de cet homme, et les premières pages s'écoulent dans une certaine confusion. Au rythme des fragments de souvenirs qu'il parvient à saisir avec peine et des vides béants de sa mémoire, se déclenche en lui, comme en nous-mêmes, une foule de sentiments déconcertants. Mais le résultat nous apparaît au fil de la lecture et nous sommes bluffés. Comment Jean Egland parvient-elle à nous faire ressentir avec une telle netteté le désarroi de ce professeur, ce grand intellectuel qui perd non seulement la mémoire, mais aussi la capacité de s'exprimer, le langage et les mots qui sont si chers à son cœur. Apparaît Shakespeare. Être ou ne pas, non, j'ignore la suite. Rassurez-vous, qu'importe notre méconnaissance de l'univers de Shakespeare, les références et les citations sont certes nombreuses, mais même si ce que nous connaissons de son œuvre remonte à une lointaine scolarité, la découverte du personnage de John, un professeur universitaire, ardent défenseur de cette célébrité intemporelle, nous donne envie d'ouvrir une pièce de théâtre à peine le roman achevé. Puis c'est au tour de Miranda d'entrer en scène. Miranda, qui vient du latin mirandus, signifie admirable. C'est le prénom de l'un des personnages de Shakespeare et John l'a choisi pour sa fille, dont nous ferons peu à peu la connaissance. Leur relation contrariée et leur retrouvailles dans ces circonstances sont si touchantes que ça nous donne l'envie d'en savoir plus sur leur histoire, sur leur vie et leurs désirs. On croise les doigts tout du long pour qu'ils finissent par se rabibocher. Ce roman parle de littérature, d'amour et de transmission. C'est beau, c'est triste, c'est doux et c'est bouleversant. Les liens avec ceux qu'on aime, les difficultés et les beautés de la vie, j'ai tout simplement adoré. Du coup, ça vous fait 3 romans à lire. Explorer le lien filial nous pousse parfois vers l'introspection, et le roman suivant risque peut-être de vous mettre en colère. Alors, je vais continuer avec le roman En garde, qui est le 4e roman d'Amélie Cordonnier. Donc, l'histoire remonte en 2020. Suite à l'appel anonyme au 119, le numéro des services de protection à l'enfance, Amélie Cordonnier est suspectée de maltraiter ses enfants. Donc, elle reçoit une première lettre avec une convocation et n'y prête pas importance. Et c'est à la seconde lettre qu'elle va comprendre que c'est pas une blague et qu'elle a vraiment été dénoncée aux services sociaux par un voisin de son immeuble. Et donc, l'enquête est ouverte pour vérifier que ses enfants, Lou, 7 ans, et Gabriel, 14 ans, vont bien et qu'elle ne les maltraite pas. Donc, ils vont être convoqués, le rendez-vous va bien se passer, ils vont penser que l'affaire va se tasser. Et finalement, c'est un assistant social qu'ils vont nommer cousin, qui va régulièrement les rendre visite,
qui va même s'installer chez eux, dormir sur un matelas chez eux. Et il va commencer à tout contrôler, jusqu'à leur alimentation. Il va par exemple jeter toutes les confiseries qu'il y a chez eux pour protéger les enfants. Et au bout d'un moment, même la famille va se demander s'il n'a pas fait un double des clés et qu'il ne s'introduit pas chez eux quand ils sont absents. Et donc, durant tout le roman, elle va essayer de prouver qu'elle aime ses enfants et qu'elle ne les maltraite pas. Ce qui est, en soi, ça paraît hyper simple à montrer, mais finalement, avec les services sociaux, c'est assez délicat de le prouver. Et donc, c'est un thriller familial qui part de faits autobiographiques. Donc, elle a vraiment été dénoncée par ses voisins au 119. Et à partir de là, elle a voulu écrire un roman sous la fiction. Donc son histoire, elle a beaucoup tourmenté, mais c'est à la suite d'un article du Monde qu'elle a eu envie d'écrire ce roman. Donc c'est un article qui raconte que depuis 2016, l'État chinois envoie chez les Ouïghours des hommes missionnés pour les surveiller et s'assurer que les familles d'ethnie turcophone et musulmane n'opposent aucune résistance à la stérilisation forcée et vont jusqu'à s'installer chez eux. Et après la lecture de cet article, elle a voulu vraiment faire un sujet sur la surveillance imposée et montrer un peu la frontière entre la réalité et la fiction. Et elle voulait aussi montrer la sidération qu'elle a eue quand elle a été dénoncée, parce que dans toutes les familles, peu importe ce qui se passe, il y a toujours des cris, même quand on s'aime ou quand tout va bien, il y a toujours des cris pour tout et rien. Et en plus, c'était pendant la période de confinement, donc un peu une période compliquée pour tout le monde. Et quand il y a eu cette histoire, elle a eu peur parce que tous ces romans parlent de faits domestiques. En fait, elle avait écrit juste avant Un loup quelque part, qui est l'histoire d'une mère qui n'aime pas son enfant à la naissance. Donc elle a eu peur que ça soit une pièce à conviction pour son histoire personnelle. Et juste avant, elle avait écrit Tranché, qui est un roman sur la violence verbale et conjugale. Donc il n'y avait rien qui allait dans son histoire. Et c'est vraiment un roman qui est haletant. On a envie vraiment on ne peut pas le lâcher, on a envie de savoir à chaque fois la suite et comment la famille va s'en sortir. C'était vraiment un très beau roman. Et pour continuer, je vais passer la parole à Cécile qui va vous parler d'une autre femme. Oui, les hasards de cette rentrée littéraire m'ont fait choisir un deuxième roman qui se déroule en Italie et qui se déroule en Italie et qui présente un personnage féminin central extrêmement fort. Autant vous dire que ça ne m'a pas particulièrement déplu, bien au contraire. Donc, à nouveau, peut-être un mot sur l'autrice, Julia Carninon. Julia Carninon est née en 1987 dans une famille d'instituteurs bretons. Elle a, on ne sait pas beaucoup plus de choses, si ce n'est qu'elle a un doctorat en littérature américaine, qu'elle est romancière et traductrice, et un amour pour la langue française assez avéré, qu'elle revendique haut et fort, et qu'on retrouve absolument dans chacun de ses romans. Donc Sauvage est son 6e roman, et nous emmène à Rome. Je passe de Venise à Rome, et à Rome... à peu près de nos jours, dirons-nous. C'est donc à Rome que nous rencontrons Ottavia Selvaggio. Selvaggio qui veut dire sauvage en italien. Vous dire si notre héroïne était prédestinée. Dans la famille Selvaggio, ce sont les hommes qui cuisinent, ce qui fait beaucoup enrager les femmes, et notamment la mère d'Ottavia. Première opposition homme-femme du roman, c'est l'opposition primitive, celle des parents. Et c'est une opposition que l'on va retrouver un petit peu tout au long du roman. Et seulement voilà, à 15 ans, Ottavia débarque dans la cuisine du restaurant de son père, bien décidée à tout apprendre, et surtout à prendre son destin en main. Et elle va faire mieux que tout apprendre. Elle va transcender la cuisine de son père et tracer son propre chemin professionnel pour finir par ouvrir son restaurant, ses restaurants. Dans tout le roman, il ne sera question que de cela. La volonté sans faille et sans concession de cette femme. Ottavia va éprouver l'amour, plusieurs fois, se marier, avoir 3 enfants. Mais dans toutes ces relations, ce qui comptera avant tout, c'est elle.
sa cuisine, ses envies, ses besoins. Certains la diront égoïste, d'autres diront sauvage. Moi, j'oserais peut-être l'adjectif libre. En effet, j'ai vu une interview l'autre jour de Julia Carninon qui disait que ce n'était pas son intention au départ que d'inverser les rôles, mais il se trouve que dans le roman, on a bien une inversion de rôle. En effet, il est tentant à un moment de plaindre le mari d'Ottavia qui est universitaire, qui a un travail, et qui s'occupe seul de toute la maison, des 3 enfants, des courses, des rendez-vous chez le docteur, des activités, de racheter des cadres, de planter des arbres dans le jardin. Il fait tout. On se dit quand même, elle est gonflée. Et elle dit, bah oui, mais sauf que si ça avait été l'inverse, ça n'aurait ému absolument personne. Et elle dit, parce qu'en vérité, c'est jamais celui qui travaille le plus qui s'occupe le moins des enfants. Parce que quand bien même c'est madame qui travaille le plus, c'est madame qui s'occupe des enfants. Et donc c'était très amusant et c'était pas son intention première. Néanmoins, c'est quelque chose d'assez, je dirais pas croustillant parce qu'il n'est pas question de ça dans le roman, mais d'assez intéressant. Donc moi, j'oserais ce terme de libre parce que cette héroïne, elle est libérée des injonctions de la société. Être une bonne épouse, une mère exemplaire, une sœur et une fille dévouée, quelqu'un qui refoule ses émotions pour d'abord prendre soin des autres, faire passer les besoins des autres avant les siens propres. Non, Ottavia ne fonctionne pas comme ça. Non, c'est pas qu'elle aime pas les autres, c'est pas qu'elle aime pas son mari ou qu'elle aime pas ses enfants. Non, elle les aime, avec la même puissance qu'elle aime son désir, qu'elle aime sa liberté. Et elle se brûlera d'ailleurs les ailes, certaines fois. Mais à la fin du roman, on se dit que c'est sans doute ça le prix de la liberté. C'est un roman d'une grande puissance qui pose beaucoup de questions sur notre rapport aux injonctions de la société, au regard que l'on porte sur ces mêmes injonctions, au regard que l'on porte sur les hommes, les femmes et ce que chacun de nous est censé faire ou pas. La langue est très belle, l'écriture très forte. Moi, c'est vraiment mon coup de cœur. Je vous le recommande chaudement, ainsi que son précédent roman qui avait déjà une très belle héroïne, et c'était le roman Liv Maria. Voilà, je vais maintenant passer la parole à Guillaume, qui va lui aussi nous raconter une femme puissante, sans doute restée dans certaines mémoires, mais pas toutes. Tout à fait. La reine aux yeux de lune. Alors, voici l'écrivain aux multiples casquettes, Wilfrid Nsondé. Il est donc écrivain, musicien, chanteur, compositeur franco-congolais, et il a eu une carrière riche et diversifiée dans les arts et la culture. Dans ses récits, il explore des thèmes tels que la musique, l'identité, la politique et la société. Aventures historiques et expériences d'exil guident ses romans et portent un message d'espoir sans jamais nier aucune forme de violence. Il est salué pour sa sensibilité et sa poésie, pour lesquelles il a reçu pas moins de 17 prix littéraires depuis le début de sa carrière. Son dernier roman, La reine aux yeux de lune, rien que pour la beauté de ce titre et l'hommage qui lui est associé, on devrait lui associer un autre prix. Enfin, on devrait lui offrir un autre prix, pardon. Inspiré d'un personnage réel, ce roman conte avec émotion le destin d'une jeune femme exceptionnelle et le récit de son sacrifice envers son peuple. Surnommée la Jeanne d'Arc congolaise en raison de leur ressemblance biographique, elle deviendra pour les générations suivantes un véritable emblème pour le Congo. Nous sommes donc en 1685 au Congo. Le pays, alors sous domination portugaise, est en proie à un trafic d'esclaves qui s'accélère et plonge les rescapés dans des situations précaires, voire insoutenables. L'auteur nous expose l'aspiration d'un peuple à la liberté, mais aussi le poids des traditions et le mélange des cultures qui en résultent. Il détaille la volonté des puissants à faire étalage de leurs forces, quitte à fouler aux pieds les principes qu'ils affirment vouloir défendre. C'est dans ce contexte misérable que naissent 2 sœurs jumelles. Et si l'une ne survit pas, l'autre va se montrer vaillante et volontaire. Sa stature n'est guère imposante, mais ses yeux de lune impressionnent tous ceux qui échangent un regard avec elle.
Très vite, elle va jouir d'un statut particulier qui va la conduire à figurer parmi la douzaine de jeunes filles appelées à suivre une formation religieuse au sein d'un couvent. Une institution dont le but est de propager la foi chrétienne dans cette contrée où règnent les croyances ancestrales du peuple congolais. Dona Beatrice, comme on l'appelle en portugais, va si bien réussir qu'elle ne tarde pas à devenir l'effrontée de ce couvent. Car elle met les enseignants face à leurs contradictions. Prêcher l'égalité et la solidarité tout en pratiquant le pillage des ressources et des hommes. Ainsi éduquée par l'envahisseur, afin de propager la parole du Christ, elle réussira à échapper à la traite négrière qui sévit largement dans le pays. Néanmoins, à mesure que sa notoriété grandit, elle deviendra de plus en plus ingérable. L'étude assidue de la Bible lui fait mesurer l'écart important séparant la parole du Seigneur de l'interprétation qu'en font ses professeurs. La conduit à résister pour offrir l'espoir d'un avenir meilleur à ses concitoyens. Perçue tantôt comme une sainte vierge africaine ou une sorcière, elle jette alors ses forces dans la bataille pour devenir Kimpa Vita. Après de nombreuses épreuves, elle incarnera le souffle de l'espoir pour son peuple, qui la hissera au rang de reine des opprimés. Au fil des mots, Kimpa Vita, cette magicienne guerrière, tentera au cœur du XVIIe siècle de rendre sa grandeur au royaume du Congo et va réussir à en ébranler ses fondations. Mais la volonté et les dons exceptionnels de Kimpa seront-ils suffisants pour établir une société plus apaisée, respectueuse de l'individu et solidaire ? Voici un roman qui fait émerger une réalité coloniale s'appuyant sur des rivalités tribales internes et le développement du christianisme. Qui veut relater l'histoire doit se plier à la réalité de dates et d'issues parfois incompatibles avec ce que l'on attend d'un roman. Mais Wilfried Nsonde a le mérite d'étendre l'épopée de Kimpa Vita à la connaissance d'un plus grand nombre. Avec sobriété, il décrit une personnalité qui a fait ses preuves par les épreuves et sait emprunter les chemins des occupants pour conduire un peuple à s'en détourner. Ne pas fuir pourrait être la devise de cette héroïne. Se laisser captiver sera un bon principe pour ses lecteurs. Aujourd'hui, la Lune est à l'honneur et Gabriel va vous démontrer cela dès maintenant. Alors, je vais vous présenter maintenant Combien de lunes de Laura Elmaki. Donc je vous ai parlé avant d'Ananda Devi, qui était une autrice confirmée avec une grande bibliographie. Laura Elmaki, ça sera donc son premier roman. Néanmoins, elle avait déjà fait des essais dans l'écriture, parce qu'elle a écrit quelques ouvrages critiques sur des hommes de lettres particulièrement. Donc peut-être que vous avez déjà lu Un été avec Victor Hugo ou Un été avec Proust. Et donc, je ne vais pas m'étaler sur Proust. Pour parler de Combien de lunes, donc de quoi nous parle Combien de lunes ? Donc, imaginez un petit village au fin fond de la campagne paisible. Il fait nuit, tout le monde dort, il n'y a pas un bruit, ou presque. Les bruits de pas de Anna se font entendre. Elle ne devrait pas être debout à cette heure-là. Elle revient de chez Pierre, toute joyeuse. Ils se sont vus en cachette cette nuit-là, et maintenant, elle se sent femme. Avec ce début, on pourrait penser, nous lecteurs, qu'il s'agit d'un roman sentimental qui va aborder un amour entre deux adolescents. Classique en somme. Et pourtant classique, c'est tout ce que ce roman n'est pas. Après qu'Anna soit remontée discrètement dans sa chambre, un événement va tout changer. Un événement surnaturel. On arrive au petit matin, le soleil ne se lève pas. Le soleil ne se lève pas. Non, il fait toujours nuit. Quelle heure est-il ? Pas moyen de savoir, aucun appareil ne fonctionne. Aucun appareil électrique, pas de montre, de voiture, d'électricité. Tout est plongé dans le noir. Et les paisibles villageois commencent à s'interroger, révélant petit à petit qu'ils ne sont pas aussi calmes qu'il n'y paraît au premier abord. L'homme est un loup pour l'homme, cette expression latine illustre parfaitement leur réaction. Les rumeurs accusent une nouvelle habitante qui vit à l'écart de tous. C'est sa faute si tant de malheurs nous sont arrivés ces derniers temps, c'est elle la coupable. Pourquoi elle et pas un autre ? Le lecteur devra se faire enquêteur de l'obscurité pour le découvrir. On disait que ce roman donc n'était pas classique, parlons de la narration.
4 personnages vont s'alterner et vont dire « je » de manière cyclique. On inspecte tour à tour la psyché de ces personnages au travers de cet événement extraordinaire. Entre chaque cycle, un poème qui va venir rompre justement cette succession des 4 personnages et annonce le suivant. Mais une question vient se poser. Qui déclame ces poèmes ? Donc en conclusion, ce premier roman, je l'ai trouvé très original, car la trame narrative n'est pas classique, justement, avec cette alternance dont je viens de parler. Par exemple, il y a des péripéties qui vont sembler dénuées de sens au premier abord, mais qui ont une portée symbolique. Et le lecteur doit donc revêtir l'uniforme d'archéologue afin de décrypter et saisir les signes indéchiffrables qui composent ce roman. Tout est question de symboles, de métaphores, et c'est pour moi ce qui fait le charme de l'ouvrage. Et je dirais que l'important n'est pas tant de comprendre, sinon le chemin de lecture parcouru. Ce premier roman d'El-Maki donc impose une nuit totale sur les personnages, tout comme sur les lecteurs. Et c'est pourquoi je vous le recommande aux amateurs de mystère. Donc les premiers romans se suivent mais ne se ressemblent pas. Audrey va vous présenter notre dernier coup de cœur. Oui, donc comme on l'a vu, cette rentrée littéraire, c'était l'occasion de découvrir des pépites, des premiers romans. Et pour moi, Éric Chacour, avec ce roman « Ce que je sais de toi », concurrence les plus grands écrivains de cette rentrée littéraire qui ont pu déjà faire leurs preuves. On est avec ce roman en 1980, au Caire, donc en Égypte. Et la vie adulte de Tarek, le personnage principal, va commencer à l'âge de ses 10 ans. Il répond à une question banale de son père, une question à laquelle beaucoup d'enfants doivent répondre. C'est la question est-ce que tu veux devenir ingénieur ou médecin ? Tarek ne sait pas s'il veut devenir ingénieur, puisqu'il ne sait pas ce que c'est que ce métier. Donc, innocemment, il répond médecin. Médecin, c'est le métier également de son père. À partir de là, sa vie est toute tracée. Pour sa famille, il va reprendre le cabinet de médecine de son père. Et c'est vraiment ce qu'il va faire. Il a à peu près la vingtaine. Il reprend donc à la suite du décès de son père le cabinet réputé et renommé de son père décédé. Il va avoir une très bonne clientèle. Il épouse rapidement une jeune femme discrète, appréciée par sa mère et sa sœur. Mais il a envie de casser la routine. Et un jour, il décide de créer un dispensaire dans un quartier pauvre du Caire. Dans ce dispensaire, tous les mardis soirs, il va prodiguer des soins à des clients et des malades qui n'ont pas les moyens d'avoir des soins corrects. Il va faire la rencontre un mardi soir d'Ali. Ali, c'est un jeune homme qui vient le chercher en lui disant que chez lui, sa mère a un comportement bizarre. Elle a des gestes incontrôlables, elle perd un peu la mémoire et donc elle semble avoir un mal incurable. Et tous les mardis, après les soins qu'il prodigue au dispensaire, il va aller chez cette famille, chez cette mère et surtout chez Ali. Et au départ, une profonde amitié va se créer entre Ali et Tarek. Une amitié au point que Ali va devenir l'assistant de Tarek, d'abord dans le dispensaire, puisque Ali se passionne pour la médecine, et puis auprès de ses clients renommés qui ont les moyens. Mais très vite, il se rend compte en fait qu'il n'éprouve pas que de l'amitié pour Ali, et une histoire d'amour va se créer entre ces deux hommes complètement différents. Malgré donc les commérages, les rumeurs et puisque la société se détourne de Tarek, ils vont essayer de s'aimer. Je ne vous en dis pas plus puisqu'il y a un drame qui va être le point de départ de cette histoire qui va complètement chambouler la vie de Tarek. Mais à partir de cette histoire d'amour, on suit Tarek jusqu'à ses 50 ans et on le suit du Caire jusqu'au Québec puisque un drame le conduit jusqu'à ce pays. C'est un roman percutant, émotionnellement on reçoit beaucoup de choses et qui est original puisque ce n'est pas Tarek qui raconte sa vie, c'est un narrateur mystérieux. On va découvrir seulement à la fin de ce roman qui est cet homme qui raconte la vie de Tarek. Je vous en dis pas non plus, c'est assez mystérieux, mais parce que le roman est construit comme ça, avec plein de mystères, plein de secrets de famille qui se dévoilent au fil des pages. Et en plus, c'est un roman qu'Éric Chacour a décrit comme un roman olfactif,
Et en effet, on est souvent dans les cuisines égyptiennes avec des odeurs. Il y a beaucoup d'événements importants qui se passent au milieu de la cuisine. Et donc, il y a une seule chose que je peux vous recommander, c'est de lire ce roman accompagné de fétirs sucrés. J'ai appris que c'était un feuilleté égyptien. Et donc, ça peut être une très bonne idée de concilier sucré et lecture pour un livre qui est émotionnellement très marquant. Et donc, c'était justement la fin de ces 12 coups de cœur littéraires. Et avec une superbe transition, puisqu'on a également des gâteaux, du café et du thé qui vous attendent à la sortie de la salle amarante, parce qu'une bonne lecture, c'est aussi accompagné de sucré et de douceur. Et si vous souhaitez plus de coups de cœur, une fois par mois, on présente différents romans à l'occasion de Club Lecture. Le prochain a lieu le samedi 18 novembre. Ce sera sur les pays du Nord, mais je ne vous en dis pas plus pour ne pas tout vous dévoiler. Mais vous pouvez aussi venir une fois par mois pour découvrir tout ce qu'on lit et ce qu'on a aimé. Merci à vous de votre présence et puis bonne lecture. N'hésitez pas à piocher dans les livres qui sont parmi nous. Vous pouvez tous les emprunter, bien évidemment, et vous en trouverez, je pense, également en sortie. Merci beaucoup. Merci.